Nous sommes de retour sur la Web TV de la Convention nationale. Je reçois Myriam Picot, qui est présidente de la commission Accès au droit au Conseil national des barreaux. Bonjour. Bonjour. Alors, réaction à chaud, qu'avez-vous pensé de l'intervention de Christiane Taubira aujourd'hui? Êtes-vous inquiète sur les possibilités de réforme de l'aide juridictionnelle? Alors Christiane Taubira a été, comme à son habitude, brillante, mais pas convaincante. Pas convaincante. Elle ne nous a pas beaucoup fait d'annonces sur cette réforme que nous appelons de nos voeux depuis des années et des années, sur lesquelles nous avons travaillé avec elle depuis sa nomination. Et on sent parfaitement que la question budgétaire est au cœur des problèmes posés par cette réforme. Parce que nous le savons, pour faire une réforme digne de ce nom, il faudrait que les financements soient doublés. Les financements de l'aide juridictionnelle proprement dite, c'est-à-dire qu'il faudrait au moins 200 à 250 millions de plus. Elle a, grâce au rapport de M. Le Bouillonnec, qui a ouvert la voie des financements complémentaires au budget de l'État par des recettes fiscales, elle fait une proposition entre 43 et 50 millions. Donc on est loin du compte, surtout en précisant qu'il y a des missions nouvelles qui arrivent dans l'escarcelle des missions à effectuer au titre du service public. Donc on est très loin du compte et soit on dit que cette voie on l'a fait augmenter, on fait un plan sur 3 ans de rattrapage, mais pour le moment c'est pas du tout ce qui est proposé. Puisque elle n'a pas non plus complètement démenti ce matin, ce que pour ma part j'attendais. La mise en garde faite par M. Le Bouillonnec dans son rapport qui nous dit nous ouvrons la concertation si vous acceptez la contribution de solidarité volontaire interbarreaux. Donc j'attendais, moi, de notre ministre de la Justice, garde des Sceaux, j'attendais ce matin qu'elle vienne nous dire, bon, c'est le rapport Le Bouillonnec, c'est le rapport d'un député qui a toute son indépendance. Et moi, je prends dans ce rapport ce que je souhaite et je vous dis d'ores et déjà que j'ouvre une concertation immédiate et sans condition. Je n'ai pas entendu ça, j'espère que c'est sa volonté, mais j'aurais préféré l'entendre. D'accord. Et justement, sur cette contribution de solidarité interbarreaux, est-ce qu'on ne pourrait pas penser que c'est une mesure qui permet de combler un certain décalage qui existe entre les avocats qui font de l'aide juridictionnelle et ceux qui n'en font pas du tout? Elle a précisé le chiffre de 57% d'avocats qui ne font jamais d'aide juridictionnelle. Est-ce que ce ne serait pas un système qui permettrait d'être juste et de ne pas taxer les avocats qui souffrent vraiment du fait de faire de l'aide juridictionnelle? Je crois que c'est une fausse question. L'aide juridictionnelle, c'est pas fait pour rémunérer les avocats, c'est fait pour que des justiciables aient un accès effectif aux droits et aux tribunaux. Que cet accès effectif, il doit être garanti par l'État. L'avocat intervient dans la mise en œuvre des droits, mais il n'a pas à intervenir au niveau du budget. Et je fais observer de surcroît, ce que on lui dit chaque fois, c'est que déjà il y a une certaine solidarité qui se fait entre nous, puisque vous savez que dans la gestion des fonds d'aide juridictionnelle et la rétribution des avocats interviennent les CARPA. On se sert pour ce fonctionnement de ces missions, on se sert des intérêts des fonds placés dans ces CARPA. Il faut savoir que qui est-ce qui alimente le plus largement les CARPA? Ce sont justement
ces avocats que l'on montre du doigt, qui vendent des fonds de commerce, qui déposent leurs fonds dans ces CARPA. Donc, de toutes les façons, déjà, eux, ils contribuent beaucoup plus à ce niveau-là que les avocats qui font des missions d'aide juridictionnelle au pénal ou au divorce, qui sont quand même les missions les plus importantes. Mais enfin, là n'est pas le problème essentiel. Le problème essentiel, c'est que cette mission, c'est à l'État de l'assurer. C'est un engagement de l'État. Alors, bien sûr que cet État, aujourd'hui, il a des finances extrêmement contraintes. Donc qu'il n'augmente pas son budget dans la dimension nécessaire, on le comprend. C'est la raison pour laquelle la profession avait fait cette proposition de taxer les actes juridiques. Mais à un très faible niveau, nous avions démontré qu'en faisant une très légère augmentation de cette taxation des actes enregistrés ou déposés, nous obtenions 300 millions. Donc j'allais dire qu'on était même au-delà de ce que l'on devait obtenir. Donc voilà, il y a le rapport Le Bouillonnec a choisi de taxer un seul des actes juridiques qui sont les contrats d'assurance de protection juridique. Je ne suis pas sûre que ce soit les premiers à taxer. Il y a peut-être d'autres choses à envisager avec les assurances de protection juridique, notamment au lieu d'avoir instauré une subsidiarité à l'aide juridictionnelle. Vous savez, quand un client est bénéficiaire d'une protection d'assurance de protection juridique, et qu'il veuille faire un procès, il n'a pas droit à l'aide juridictionnelle, même si ses conditions de ressources lui permettent d'obtenir cette aide juridictionnelle. Il aurait peut-être pu, au lieu d'avoir organisé cette subsidiarité, on aurait peut-être pu penser à une complémentarité, c'est-à-dire que l'avocat, le bénéficiaire de l'aide juridictionnelle aurait droit à l'aide juridictionnelle et l'avocat recevrait, en plus de la rétribution de l'aide juridictionnelle, le règlement des honoraires de l'assurance de protection juridique. Parce que finalement, si on taxe les contrats d'assurance juridique, qu'est-ce qui va payer la taxe ? Ce sont les assurés. Hein, et les bénéfices des compagnies d'assurance ne seront pas touchés. Et ça va peut-être mettre à mal le développement de ces contrats qui sont, me semble-t-il, tout à fait intéressants pour une classe moyenne. Pour une classe moyenne, un procès, c'est trop cher. C'est-à-dire, quand vous avez un budget qui vous permette de vivre correctement, si vous avez un accident procès dans votre vie, vous allez être extrêmement embarrassé. Donc c'est vrai que les classes moyennes, c'est très bien qu'elles aient des contrats d'assurance de protection juridique parce qu'elles pourront faire face aux frais de leur procès. Donc je ne suis pas sûre que c'était le premier contrat à taxer. Enfin en tout cas, moi j'aurais fait des choix différents. D'accord. Et sur les moyens de négocier avec le ministère, qu'est-ce que vous envisagez dans les prochains mois en tant que membre du Conseil national des barreaux? Continuer la concertation avec le ministère, organiser de nouvelles manifestations. Comment vous envisagez les prochains mois? Alors, c'est trop tôt pour dire, mais ce qui a très clairement été exprimé, c'est qu'on voulait rentrer tout de suite en concertation. C'est-à-dire qu'il ne faut pas attendre. Là, la loi de finances est en cours de vote. Je veux dire, c'est déjà presque trop tard pour 2015. Enfin, en même temps, il peut y avoir, on sait que chaque année, au mois de juillet, il y a une loi de finances rectificative. Donc, il faut se mettre tout de suite au travail. Donc, soit la chancellerie ouvre la concertation immédiatement pour que nous puissions avoir des résultats d'ici 3 ou 4 mois et que s'il y a besoin de budget de loi de finances rectificative, ça puisse passer au mois de juillet, soit cette concertation ne s'ouvre pas immédiatement et évidemment qu'il faudra envisager d'autres moyens d'action parce que la profession ne peut plus reculer aujourd'hui. C'est pas encore une fois, c'est pas la question seulement des avocats.
c'est surtout la question des justiciables qui sont déjà, on est dans une période de crise économique, on sait que de nombreux justiciables ne font pas valoir leurs droits en justice. Il faut absolument que ce problème-là soit réglé vite. D'accord. On vous remercie, merci d'être venu et on vous souhaite une très bonne convention nationale. Merci Myriam Picaud. Merci à vous.